Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement social et laïcité. Collection dirigée par Marc Blondel, Gabriel Gaudy, Jean-Marc Schiappa, Jean-Jacques Marie et Gérard da Silva. La collection Mouvement social et laïcité répond à un besoin. Donner la parole à des militants, figures connues, méconnues ou anonymes du combat syndical et laïque et faire entendre la voix des luttes populaires. Ce faisant, elle s'inscrit dans une tradition vivace depuis les Lumières et l'établissement de la République. Elle incarne l'alternative, tant au libéralisme qu'au retour à l'inégalité devant la loi, prônée sous le nom de communautarisme. Elle propose aussi bien des ouvrages de synthèse historique, sur la longue durée, que des monographies thématiques ou biographiques. Elle entend montrer l'actualité de la laïcité, de la séparation intégrale des églises et de l'État, comme celle des luttes syndicales pour l'égalité des droits, qui est nécessairement l'égalité réalisée par les services publics et sociaux de l'État. Face à l'échec présent du libéralisme totalitaire, Mouvement social et laïcité entend signifier que l'alternative existe et en fait, depuis longtemps, en toute légitimité démocratique, pour la justice sociale et l'émancipation de toutes et de tous, ici et maintenant. Volume publié. Gérard da Silva, Histoire de la CGTFO et de son Union départementale de Paris, 1895 à 2009, 2009. Jean-Marc Schiappa, Une histoire de la libre pensée, 2011. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http www.librairieharmattan.com, diffusion.harmattan@wanadoo.fr, harmattan@wanadoo.fr. EANIPUB 9 782 296 976 894. Présentation. En organisant un colloque pour le 220e anniversaire de la Révolution française, avec des historiens parmi les meilleurs spécialistes de la période, l'IRELP, Institut de recherche et d'études de la libre pensée, ne faisait pas seulement œuvre historique. Ce colloque s'inscrivait dans une logique triptyque. Après le colloque international de mars 2008 sur le 160e anniversaire de la libre pensée, avec ses 3 journées de débat, ses 48 intervenants, ses 15 pays représentés, avant le colloque international sur la place et le rôle des religions actuellement, en décembre 2010, acte disponible auprès de L'. IRELP, le colloque consacré à la Révolution française donnait lui aussi, dans un infernal rythme annuel, les éléments de connaissance puisés aux sources les plus vivifiantes. Cette raison était en elle-même gage de son importance. Un institut de recherche ne pouvait que s'en féliciter. Mais l'IRELP, sans vouloir déprécier nos partenaires ni devoir surévaluer notre spécificité, n'est pas à dire vrai, un institut exactement similaire aux autres. La Libre Pensée est la plus vieille association démocratique de ce pays. Les premiers cercles en ont été fondés en 1848, au lendemain de la Révolution de février. Et les hasards de l'histoire, s'agit-il vraiment de hasard, ont fait que la Libre Pensée a été la dernière des organisations à se doter d'un centre historique. Que de temps à rattraper. Mais notre recherche n'est pas proustienne, et pas seulement en raison du style exceptionnel de l'auteur de Swann, à côté duquel tant font bien pâle figure. Longtemps nous nous sommes révoltés de bonheur. Et nous entendons bien continuer. Voilà pourquoi il était nécessaire de réfléchir, à nouveau, par une richesse de thèmes qui n'échappera à personne, sur la mer de toutes les révolutions. Non que les antérieures soient inférieures ni que les suivantes soient moindres. Un historien ne compte pas les choses à cette triste aune, il n'est ni épicier ni tailleur. Il sait ce qu'il fait, apporter de la connaissance sur l'humanité, et il sait que ce qu'il fait sera utile à ses semblables. Une fois de plus, c'est Marc Bloch qu'il faut citer, l'histoire sert seulement à vivre mieux. Et quoi de plus utile à l'humanité que la réflexion sur l'égalité des droits ? Certes, les questions de 1789 ne sont pas les questions de notre temps. Et les réponses encore moins. Le Sphinx, inspiré des muses, peut bien terroriser les voyageurs en leur demandant « Qui suis-je ?» Question entre tout énigmatique, troublante et presque insoluble. L'historien de la Révolution ne peut rien dire d'autre à ses compagnons de voyage dans le temps que ce qu'ils ont été.
Ce que nous serons, nous le vivrons ensemble. L'énigme est notre présent de tous les jours. Jean-Marc Schiappa. NB. Certaines communications ont été retranscrites à partir des enregistrements. Autour des attaques récentes contre la Révolution française. L'historiographie de la Révolution française est depuis plus de 2 siècles divisée en courants divers et souvent antagonistes. Chacun sait que si contre-révolution et révolution ont été intimement liés dès 1789 à 1790, l'écriture partisane de leur histoire est également née à chaud, au contact direct de l'événement. Je ne retracerai pas ici les évolutions successives des différents courants historiographiques, mais souhaite aujourd'hui insister sur la résurgence manifeste, au début de notre siècle, d'une historiographie affichant une hostilité radicale à la Révolution française et au-delà, à l'idée même de révolution, parfois avec ostentation, parfois avec au contraire un certain souci de la dissimulation pour mieux faire passer ses idées. Le phénomène peut au premier abord apparaître d'autant plus spectaculaire que la France des années 2000 ne semble guère être sur le point de connaître une révolution prochaine, même si la crise économique de 2009 a pu autoriser certains à donner libre cours à leurs espoirs, d'autres à leurs fantasmes. Quelques journalistes sont même allés jusqu'à évoquer une situation pré-révolutionnaire, comme si les difficultés économiques et sociales pouvaient, voire devaient, susciter l'émergence d'un désir révolutionnaire, alors que de nombreux signes attestent au contraire une tendance au repli sur soi chez nombre de Français frappés par les conséquences de la crise. Si l'on admet que la France ne va sans doute pas célébrer le 220e anniversaire de l'année sans pareil par une nouvelle révolution, somme toute cette résurgence de l'historiographie contre-révolutionnaire souligne avec force la haine tenace de ses participants, comme s'il s'agissait d'extirper jusqu'à la moindre racine, voire l'ultime radicelle, de la Révolution française et des révolutions postérieures. Ce qui ne manque pas d'interpeller. Différentes publications sont venues, au cours des dernières années, renforcer la présence de cette historiographie sur les présentoirs de nos librairies. Le déferlement de la toilettomania s'y est bien sûr rattaché, même si toutes ces manifestations n'ont pas été si uniformes qu'on pourrait le croire au premier abord. Quelques écrits sérieux ont en effet voisiné avec des rééditions de livres se rattachant davantage au roman historique qu'à l'histoire, tandis que des mémoires du XIXe siècle étaient eux aussi réédités, le plus souvent sans un appareil critique digne de ce nom. Ainsi, en 2006, les souvenirs de la comtesse d'Adhémar, dame du palais de Marie-Antoinette étaient publiés avec une préface de Charles-Emmanuel d'Adhémar qui confiait au lecteur. En décembre 2005, dans une armoire du grenier de notre vieille maison familiale, je découvre au moment même où Marie-Antoinette revenait sur le devant de la scène, 2 gros volumes intitulés « Souvenirs sur Marie-Antoinette ». Aussitôt, écrit-il, il en parle à un ami, ancien professeur d'histoire, lequel donne aussi un texte introductif à ses mémoires retrouvées. Ce dernier expose que l'ouvrage a déjà été publié en 1836, puis est ensuite tombé dans l'oubli, et qu'il a peut-être été écrit ou réécrit par un spécialiste de l'époque en histoire romancée, le baron Étienne de La Motte-Langon. Quoi qu'il en soit, écrit le préfacier, il y a dans ce récit comme un frémissement qui ne trompe pas, fruit évident d'une émotion. Qu'importent finalement les erreurs, de date ou de protocole. Et peu importe alors celui qui a tenu la plume. Oublions les erreurs, les fureurs partisanes, les aigreurs jalouses. Laissons-nous emporter nous aussi, par la verve de la comtesse et derrière le brillant de la plume, par le mordant de son œil impitoyable et naïf à la fois. On pense à Saint-Simon davantage qu'à Dumas. L'affaire est close et le talent de plume du duc de Saint-Simon sert à étrangement justifier cette réédition, alors même qu'un 3e auteur est convoqué pour donner davantage de prestige à l'opération, et pas n'importe lequel. Son Altesse royale, le prince Michel de Grèce, sans se soucier de la contradiction avec ce qu'écrit le professeur d'histoire à la retraite, livre ainsi son enthousiasme devant l'ouvrage. L'auteur divertit, instruit, réinvente l'histoire, soulignée par moi, comme Alexandre Dumas, pour notre plus grand bonheur. Ces mémoires comprennent des erreurs par dizaines et un vocabulaire contre-révolutionnaire qui ne se dissimule point, mais aussi une charge violente contre le duc d'Orléans, transformé en grand responsable de la Révolution en raison de ses complots. Rappelons que ces souvenirs ont été publiés pour la première fois en 1836. Quant au style de l'ouvrage,
Il est souvent si romancé qu'il rapporte de longs dialogues avec une précision telle que le lecteur peut se croire revenu 2 siècles en arrière, assistant in situ aux échanges. En cette même année 2006 sortaient également des presses 2 autres ouvrages de souvenirs. Ce sont tout d'abord ceux d'une aristocrate emprisonnée en 1793, Sophie de Beaume, qui porte comme titre Choc, prisonnière sous la terreur. Si une préface de Jean-Clément Martin permet d'apporter une caution scientifique à cette publication, de très nombreuses erreurs factuelles ne sont pas relevées et le lecteur les prend donc pour argent comptant, alors que des notes infrapaginales auraient au moins permis de les commenter. Qui plus est, l'éditeur choisit d'imposer en couverture une représentation de Marie-Antoinette sortant de sa prison pour aller à la guillotine, alors que l'ouvrage ne porte pas sur la captivité de la reine déchue. Pour sa part, l'autre recueil de souvenirs est intitulé Une Anglaise témoin de la Révolution française, 1792 à 1795. Traduit et publié pour la première fois par Hippolyte Taine en 1872, il est proposé au lecteur de 2006 à l'état brut, sans préface ou note nouvelle, et sans qu'une brève présentation vienne rappeler qui était Hippolyte Taine, a fortiori pourquoi cet auteur violemment hostile à la Révolution française avait choisi de le faire connaître au lendemain même de la Commune de Paris. On comprend évidemment pourquoi tous les poncifs sont présents dans ce livre sitôt qu'il s'agit de stigmatiser une France dans laquelle toute l'administration du pays est aux mains de débauchés nécessiteux et ignorants, d'escrocs, d'hommes condamnés par les lois, et qui, sans la Révolution, seraient maintenant aux galères ou en prison. À côté de semblables rééditions, d'autres opérations ne laissent pas de surprendre, à l'exemple de celle réalisée en 2009 par CNRS Éditions. 4 ans plus tôt, les Annales historiques de la Révolution française avaient ainsi donné un compte-rendu pour le moins négatif d'un livre sur Robespierre écrit par Jean Artari, psychiatre et psychanalyste, et publié en 2003. L'auteur du compte-rendu, Claude Mazoric, évoquait alors un ouvrage d'une affligeante superficialité, et reposant sur un parti pris idéologique parfaitement limpide et explicite. 6 ans après cette première parution, CNRS Éditions présente ce livre comme un maître ouvrage, un classique de la psychohistoire, et une étude pionnière source d'une vaste polémique. Cette dernière est-elle tenue pour un sérieux argument de vente ? Quoi qu'il en soit, le portrait saisissant de Robespierre est ainsi présenté par CNRS Éditions. Les contemporains de l'incorruptible ont vite constaté sa dimension pathologique, froideur, penchant suicidaire, délire de grandeur et de persécution. Un profil de paranoïaque conduisant à des agissements typiques. La division pour mieux régner, l'atmosphère de suspicion et de délation imprimée par la peur, la désignation d'ennemis à éliminer physiquement, le contrôle des institutions, la rigidité comme conduite. Comment cet infirme psycho-affectif est-il devenu un porte-drapeau idéologique ? Ces drames intimes sont-ils à l'origine de la terreur ? Qui était au fond Maximilien Robespierre ? Une approche ambitieuse et novatrice pour comprendre les ressorts de la violence révolutionnaire. Si l'éditeur était autre, force serait pour tout historien spécialiste de la Révolution française de se gausser de pareilles affirmations et de voir là ce qu'il convient d'appeler un coup éditorial, comme il en existe tant. Mais que CNRS Éditions puisse prêter le prestige du célèbre organisme public de recherche à pareille entreprise, ne doit pas manquer d'interpeller, puisque le CNRS est placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Entendons-nous bien, je ne souhaite en rien suggérer l'existence d'un très hypothétique complot ministériel visant à favoriser la publication d'ouvrages hostiles à la Révolution française. Néanmoins, il est tentant de faire le rapprochement avec un autre événement mettant directement et gravement en cause l'éducation nationale. En effet, au début de 2009, sous l'autorité des inspecteurs pédagogiques régionaux de l'Académie de Paris, une lettre académique d'histoire et de géographie conviait les professeurs des collèges et lycées parisiens à proposer leur concours pour amener 4 à 5 classes à la projection d'un docu-fiction de France 2, l'une des chaînes du service public. Sous le titre L'évasion de Louis XVI, qui est en soi tout un programme, le documentaire était ainsi présenté. Louis XVI s'enfuit pour échapper à la Révolution. Pour sauver ses enfants de la terreur et sa femme Marie-Antoinette de la vindicte populaire, le roi Louis XVI, déguisé en bon bourgeois, s'enfuit incognito du palais des Tuileries où il est prisonnier. Mais rien ne va se passer comme prévu.
L'échec de sa fuite se soldera un an plus tard par la décapitation du roi et de la reine de France. En seulement quelques lignes, ce texte comporte des erreurs dont l'énormité le dispute au parti pris. D'une part, même sans majuscule, le mot terreur relève de l'aberration. En effet, sauf à prétendre comme d'aucuns que la terreur est consubstantielle à la Révolution des 1789, il paraît pour le moins délicat d'employer le mot à propos du printemps 1791, a fortiori s'agissant des enfants du couple royal. D'autre part, il est inepte d'écrire que le roi est à cette date, prisonnier aux Tuileries, sauf là encore à se lancer dans une interprétation tendancieuse. Enfin et surtout, si le mot décapitation peut sembler adéquat dans un communiqué de presse destiné à attirer l'attention, l'ignorance de la plus élémentaire chronologie est manifeste. Un an plus tard, renvoie en bonne logique à juin 1792, aussi devient-il difficile de mentionner l'exécution du roi déchu qui a lieu le 21 janvier suivant, à plus forte raison celle de son épouse le 16 septembre 1793. On pourra discuter sans fin sur les raisons qui ont poussé 3 inspecteurs pédagogiques régionaux de la plus importante académie de France à signer un texte aussi indigent et à demander à leur service de le diffuser auprès des enseignants. En revanche, il est regrettable de devoir constater que le choix de France 2 s'est porté sur Jean-Christian Petit-Fils pour exercer le rôle de conseiller historique, environ un an après que soit sorti des presses un ouvrage intitulé Le Livre noir de la Révolution française. Annoncé des semaines à l'avance, notamment sur Internet, ce dernier a été publié le 21 janvier 2008, ce qui ne saurait bien sûr relever d'un hasard. Comme j'ai pu l'écrire dans un compte-rendu publié par la Quinzaine littéraire, numéro du 1er 15 mars 2008, c'est là le livre des Noirs, au sens donné à ce mot dans les premiers temps de la Révolution pour désigner ceux qui formaient la droite de l'Assemblée constituante et de façon plus large ceux qui refusaient la Révolution en cours. Pour la plupart d'entre eux, les auteurs qui ont contribué à l'ouvrage ne cachent pas leur mépris voire leur haine pour la Révolution française. Qui plus est, cette haine est partagée par leurs lecteurs comme le prouve le site Amazon. Il permet en effet de découvrir les autres livres acquis par les acheteurs du livre noir. Pêle-mêle on trouve les titres suivants. Le livre noir du communisme, le livre noir des nouvelles persécutions antichrétiennes quand les catholiques étaient hors la loi, historiquement corrects. Pour en finir avec le passé unique, pour en finir avec la repentance coloniale, Dieu et le roi, etc. Le tout voisine avec des livres sur la Vendée, les écrits de Maurras, Joseph de Maistre, Benoît XVI, François Furet et plus récemment Max Gallo, entraîné par ses acheteurs sur une bien mauvaise pente. Nulle introduction n'ouvre le livre noir de la Révolution française et aucun nom ne figure sur la couverture. Il faut regarder à la première page pour découvrir le patronyme de celui qui a dirigé cette œuvre collective. Renaud Escande, que l'éditeur, Serre, se borne à présenter comme dominicain. Une caution religieuse suffirait-elle à créer un travail digne de ce nom? Grâce à un appui divin? En ces temps où d'aucuns se prennent à rêver d'une remise en cause non seulement des héritages révolutionnaires, mais aussi de la séparation de l'Église et de l'État? Ironie mise à part, la quarantaine d'auteurs rassemblés pour l'occasion amalgame en un étrange mélange quelques plumes tristement connues des spécialistes de la Révolution française, quelques universitaires, enfin et surtout des auteurs identifiés comme historiens, écrivains, philosophes, essayistes, sans que d'autres précisions soient fournies. D'évidence, certains d'entre eux ont prêté leur concours à l'opération sans vraiment réaliser quelle en était la nature, d'autres ont simplement autorisé la reproduction de textes anciens. D'ailleurs, de façon plus que symbolique, quelques pages de Pierre Chaunu ouvrent le livre, page tirée d'un ouvrage de 1984 dans lequel il stigmatisait alors le futur bicentenaire de la Révolution, tandis qu'il se répandait en propos outranciers sur cette dernière tout en affirmant cracher par terre lorsqu'il passait devant le lycée Carnot. La répartition des textes en 3 parties éclaire les objectifs recherchés par le ou les concepteuresses de l'opération. La première est intitulée « Les faits ». Ces derniers étant têtus comme il se doit, force est de constater que ce seul titre est supposé conférer à l'ouvrage une autorité indéniable. La seconde, sous le titre Le génie, fait appel à des auteurs ayant porté à un moment ou un autre leur regard sur la Révolution. Mentionner quelques-uns de ces noms suffit à illustrer la nature du livre noir. Rivarol, de Maistre, de Bonald, Taine, Chateaubriand, Cochin, Maurras, Bainville.
des hommes, des temps et des tons divers, certes, mais réunis par une même volonté de dénigrer la Révolution française et ses héritages. Enfin, la troisième et dernière partie, baptisée « Anthologie », se veut recueil de documents à l'appui des chapitres précédents. Encore convient-il de noter que les dits documents sont soigneusement sélectionnés, et plus encore décontextualisés. Ainsi, les arts sont évoqués avec des textes de Marie-Joseph Chénier et de Grégoire, séparés de leur contexte et associés à un extrait d'Hippolyte Taine. De leur côté, les élections, qui ont pourtant fait ces dernières années l'objet de travaux essentiels des historiens, ne sont vues qu'à travers la plume de ce même Taine, autrement dit comme une farce sinistre. Quiconque a eu l'occasion de lire les écrits de Taine sur la Révolution française sait à quel point il vomit cette dernière, et au-delà, toute révolution. Avec une telle structure, le livre oscille sans cesse entre la plus grande indigence, voire le ridicule, et une tribune destinée à exprimer des opinions proches de l'extrême droite. Dans le premier cas, il serait possible de citer des absurdités, des erreurs grossières, des contresens par dizaines, tandis que certaines pages se rattachent au roman historique de bas étage mêlé à la prose religieuse intégriste. Le père Jean-Charles Auroux, écrivain, sous le titre « Passion et calvaire d'un enfant roi de France », en une quinzaine de pages sans moindre source indiquée en note, nous fait pénétrer dans la prison du Dauphin. Sa contribution s'ouvre par ces mots. Il est en l'histoire de France instants et instances qui sont de purs échos de l'histoire sainte, on le voit. Le mot « histoire » bénéficiant d'une majuscule ou non, tout est dit, et la contribution se retrouve si bien placée sous la protection du Tout-Puissant, que l'auteur peut nous faire pénétrer dans la prison du fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, tout comme un autre permet au lecteur de saisir les pensées intimes du citoyen Joly, fossoyeur qui traîne les pieds pour aller enterrer le cadavre de la ci-devant reine. Au second cas s'apparentent plusieurs des textes, l'un transformant Saint-Just en précurseur du fascisme, l'autre amalgamant la terreur avec le génocide des Juifs et la mentalité stalinienne et maoïste. Nous apprenons au passage que la Révolution, en émancipant les Juifs, a permis à terme leur massacre, tandis un troisième se demande comment la France de 2089 parviendra à célébrer le tricentenaire de la Révolution dans les conditions démographiques et sociales qui sont les siennes. Les démographes calculent que, en 2030, le nombre de ménages originaires du Maghreb, d'Afrique noire et de Turquie pourrait représenter près de 10 millions de personnes et 30% des naissances. Vers 2050, le nombre des enfants d'origine étrangère résidant en France métropolitaine devrait dépasser celui des enfants d'origine française. Plus d'une génération plus tard, la proportion sera encore plus forte, comme sera vraisemblablement plus élevé le pourcentage de musulmans dans cette population. Si la logique communautariste qui prévaut actuellement n'a pas été renversée, si les nouveaux Français ne sont pas devenus des Français de culture, quelle signification revêtira pour eux la commémoration de la Révolution ? En 2089, les musulmans de France voudront-ils célébrer 1789 ? Il est tout de même devenu difficile de pourfendre le descendant du sans-culotte aviné et buveur de sang à l'aube du XXIe siècle. Quoique ça et là des violences commises par des salariés licenciés puissent offrir des opportunités à certaines plumes, mais il suffit de le remplacer par le fanatique barbu adepte de Mahomet et la croisade très chrétienne peut se poursuivre. Martyrs de la famille royale déchue, persécutions et massacres en tout genre, vandalisme contre les biens et symboles de l'Église, tout y passe dans ce livre dont la grande noirceur n'a d'égal que l'immense pauvreté. À de rares exceptions près, les textes ne s'appuient point sur des sources et font état de références bibliographiques qui prêtent à sourire tant elles sont obsolètes. Mais il est vrai que pour nombre des auteurs, l'histoire s'est arrêtée aux écrits de Taine, Bainville, Gaxot et autres plumes ouvertement haineuses envers la Révolution française. Pour eux, l'heure est toujours à la dénonciation de 1789 et de ses suites, mais aussi des Lumières et des révolutions en général, et à l'attente d'une renaissance de l'Occident chrétien face aux périls représentés par de nouveaux Satan. Ce qui est passionnant en la matière, est de constater comment certains organes de presse marqués à droite ont rendu compte de la publication du Livre noir. Il était pour le moins difficile de faire l'éloge d'une telle indigence, même si l'Express numéro du 21 février 2008 a osé se risquer à évoquer une série d'articles érudits, voire passionnants. Mais cet hebdomadaire et le Figaro, numéro du 14 février 2008, ont tous deux tenu à placer leur compte-rendu sous le signe de François Furet. Non pour amalgamer celui-ci et le Livre noir, mais pour poser cette question, aux yeux des journalistes essentiels.
Plusieurs historiens reviennent sur le bilan de la Révolution française. Quoi de neuf après Furet ? Le Figaro. Pareille affirmation atteste, me semble-t-il, à quel point les écrits de François Furet sont devenus une nouvelle Vulgate, alors que lui-même avait affirmé vouloir pourfendre le catéchisme révolutionnaire, ce qu'il définissait comme une Vulgate d'esprit jacobino-marxiste. Dans les dernières années de sa vie, François Furet avait tenu à se démarquer nettement du courant historiographique contre-révolutionnaire qui s'était engouffré dans les brèches ouvertes par ses écrits. Pour autant, il est impossible de ne pas constater, d'une part, que le grand public est le plus souvent tenu dans l'ignorance des recherches universitaires en cours depuis le bicentenaire, d'autre part que des ouvrages violemment hostiles à la Révolution française sont à nouveau proposés aux acheteurs dans nos librairies. Quitte à écrire strictement n'importe quoi, au nom d'une sorte de « plus c'est gros, plus cela attirera le lecteur potentiel », avec parfois l'appui d'un bandeau racoleur entourant la couverture, somme toute comme un écho de la stratégie du choc mise en évidence il y a peu par un livre de Naomi Klein. Signe des temps ? Aux larmes, citoyens, titrait récemment l'un de ses livres pour mieux stigmatiser la Révolution et ses héritages. Il convient en tout cas de verser des larmes sur l'appauvrissement qui guette le patrimoine mémoriel des citoyens français, mais aussi, plus que jamais, de se mobiliser pour préserver le métier d'historien, cher à Marc Bloch, et transmettre aux générations à venir ce souvenir de la Révolution française que notre rencontre entend aujourd'hui rappeler à l'occasion de son 220e anniversaire. Michel Biard, professeur à l'Université de Rouen. Le problème de la souveraineté nationale. La question qu'il m'a été demandé de traiter porte sur le problème de la souveraineté nationale, et en particulier sur l'unité et l'indivisibilité de la République. C'est une question permanente depuis les origines de la République, et qui reprend une acuité particulière dans le cadre des événements récents. Pour l'appréhender, il convient tout d'abord de rappeler les faits qui ont mené à l'émergence de ce nouveau concept. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État aux États généraux, représentant la très large majorité de la population mais n'ayant pas la majorité institutionnelle du fait des privilèges de la noblesse et du clergé, demandent l'appel des délégués. Ils constatent alors qu'ils sont, grâce aux voix d'une partie du clergé, majoritaires si on compte par voix et non plus par ordre. Ils se constituent donc en Assemblée nationale. Le roi décide alors de montrer un rapport de force et ferme la salle, contraignant les députés du tiers-État à se rassembler dans la salle du jeu de paume. C'est alors le fameux serment de rester unis pour une constitution, suivi 3 jours plus tard de l'ordre donné par le roi aux députés de quitter la salle et de se réunir par ordre dans leurs salles respectives. Les députés du tiers restent sur place. On connaît la réplique de Mirabeau au marquis de Dreux-Brézé, porte-parole du roi, comme quoi il faudrait utiliser les baïonnettes pour les disperser. On connaît moins celle de Bailly, président de la nouvelle Assemblée, et rétorquant que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Cette réplique marque l'irruption d'un nouvel acteur politique. La nation qui, de ce jour, incarne la souveraineté qui, jusqu'alors, n'appartenait qu'au roi. Le pouvoir a donc changé de main. On peut alors penser que le peuple est le nouveau souverain. Ainsi des historiens, tels François Furet, écrivent la Révolution en magnifiant cette phase, la considérant comme la seule pertinente et déclarant l'histoire doit se lire de 1793 vers 1789. En fait, la chose est bien plus complexe. D'une part, l'unité des citoyens devant la loi affirmée en 1789 masque une inégalité de principe. Seuls quelques citoyens ont le droit de vote. Le suffrage est censitaire, limité aux hommes, interdit aux domestiques, réservé donc à certains en particulier en fonction de leur richesse et de leur place sociale. Comme le fit remarquer Camille Desmoulins, avec un tel système Jean-Jacques Rousseau n'aurait pas eu le droit de vote. D'autre part, le pouvoir ne représente pas la diversité des citoyens. Car si la nation est censée être l'ensemble, elle est, comme précédemment le roi, de nature transcendante. Cette transcendance perdurera d'ailleurs, tout au long des 19e et 20e siècles jusqu'à nos jours. On la retrouve dans les accents solennels tels que amour sacré de la patrie, etc. Cette sacralisation, d'ailleurs caractérisée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sous les auspices de l'être suprême, justifie l'effacement et la répression des divergences, en particulier sociales.
Dans la conception de 1789, la base c'est l'individu solitaire, le sommet c'est la volonté nationale sacrée. Une fois la règle établie, il ne saurait y avoir de divergence. Sur le plan juridique, les conséquences de ces principes se retrouvent dans la loi Le Chapelier. Suite de la loi Allard qui supprimait les corporations, elle interdit toute coalition de travail au moment même où se manifestent des luttes sociales dans le secteur du bâtiment. Mais ce qui est frappant, c'est que les principes qui imprègnent la pensée du moment sont si forts que même les plus actifs parmi les montagnards ne voient pas la signification sociale de cette loi. Ainsi Robespierre et Marat sont-ils silencieux face à la loi Le Chapelier. On retrouvera cette vision de l'effacement des intérêts corporatifs, devant l'intérêt considéré comme général tout au long du XIXe siècle. En fait, la première phase de la Révolution affirme la nation en tant que corps supérieur. En ce sens, elle est essentiellement différente de la deuxième phase, celle de 1793 qui affirme le peuple. Entre les deux, le peuple s'est constitué en tant qu'acteur souverain en renversant la monarchie le 10 août 1792. Bien sûr, il avait déjà fait les grandes journées révolutionnaires telles que le 14 juillet et le 5 octobre, mais il ne s'était pas défini encore à ces occasions comme le nouveau détenteur du pouvoir. Il aidait à l'évolution du régime. Après le 10 août 1792, la situation est différente. Ce changement se traduit sur le plan juridique, lorsqu'on compare les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1793. Dans l'article 3 de celle de 1789, il est dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Dans celle de 1793, l'article 25 déclare « La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. » Ainsi, le peuple, ensemble des citoyens, est enfin affirmé dans le même temps où est admis le suffrage universel, certes limité dans la pratique mais incontesté dans son principe. L'unité du peuple se manifeste juridiquement sous la forme d'une volonté, celle qui ne reconnaît aucune autre transcendance. Le combat pour la démocratie est posé depuis ce jour. Il est toujours d'actualité. Ce n'est, remarquons-le, que depuis 1946 et grâce au Conseil national de la résistance que la souveraineté populaire est affirmée dans la Constitution française. Défendre ce principe demande évidemment un rapport de force politique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.